8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Gérard Araud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur notamment de France aux États-Unis, ancien représentant également permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. On va d'abord parler de ce qui se passe à Lampedusa. Plus de 7000 migrants qui ont débarqué en quelques jours, quelques heures presque, pourrait-on dire. Le centre de cette île italienne, on le rappelle, est capable en théorie d'accueillir 400 personnes. Il y a une situation terrible sur le plan humanitaire et sur le plan politique désormais, puisqu'avec la question de que faut-il faire, comment vous voyez les choses? Y a-t-il une solution à cette crise? D'abord, je voudrais faire remarquer que le gouvernement italien aujourd'hui est un gouvernement soutenu par l'extrême droite, qui avait dit qu'avec lui, tout ceci serait traité différemment. Eh bien, Madame Meloni se trouve dans la même situation que ses prédécesseurs, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de solution facile. Parce qu'elle estime être abandonnée par l'Europe. Elle renvoie aussi la responsabilité sur ses partenaires européens qui ne lui viennent pas suffisamment en aide. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, hein, l'aide européenne? Vous pouvez, si ça veut dire renvoyer les migrants, puisque c'est quand même la notion qui est chère à celle de son parti, mais les renvoyer comment? Les renvoyer à qui? Vous n'allez pas renvoyer des gens de force, parce que si par exemple la Libye n'ouvre pas ses frontières, elle n'ouvre pas ses frontières. Qu'est-ce que vous avez des Afghans? Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est extrêmement compliqué. Et évidemment, face à ce genre de crise, les pays européens sont plutôt tentés par l'égoïsme sacré. Chacun dit que les Italiens gardent leurs migrants. Alors il faut trouver une politique européenne de l'immigration. Alors il y a un projet de loi qui est à l'heure actuelle discuté au Parlement européen. Oui, il faut une politique européenne, mais nous ne faisons pas d'illusions. C'est pas parce que vous allez passer du niveau italien au niveau européen que d'un seul coup vous allez pouvoir résoudre le problème. Une politique européenne, soyons clairs, c'est avant tout une politique d'intégration commune, collective de l'immigration. Gérard, une politique européenne, c'est aussi une politique de chacun des États européens, plus que jamais sur ce sujet de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a ce qui peut être décidé dans les instances centrales, le Parlement, la Commission, le Conseil. Puis il y a une réalité, quand l'Allemagne dit qu'elle ne veut plus prendre de migrants venus d'Italie, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui sera tout à l'heure l'invité de Darius Rochebin, entretien qui sera diffusé à 20h, dit « la France prend sa part, il faut se répartir le fardeau ». Mais la réalité aujourd'hui, c'est que tout le monde ne joue pas le jeu de la même manière. Ah, tout à fait, c'est la règle de l'égoïsme sacré. Les Allemands vont vous répondre, nous on a pris 1 500 000 réfugiés il y a 4-5 ans. Vous savez très bien que les Polonais et les Hongrois disent nous n'en voulons pas prendre un, ce qui est relativement facile parce que ils ne passent pas, la plupart des migrants arrivent par la Méditerranée, donc ils sont loin, ils peuvent se permettre de fermer leurs frontières. En ce qui concerne les pays du côté de la Méditerranée, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut quand même savoir, parce qu'il y a aussi des vérités humaines là derrière, qu'il y a des milliers de migrants qui meurent chaque année noyés en Méditerranée. Donc aujourd'hui, très franchement, la notion, je ne vois pas d'autre solution que d'essayer en effet d'aider les Italiens à canaliser l'immigration. Vous venez de dire qu'il n'y a qu'une capacité d'accueil de 400 personnes à Lampedusa, donc fournir aux Italiens des moyens humains. Il faut renforcer Frontex, ça c'est une évidence. Frontex c'est l'agence de l'Union européenne de l'immigration, il n'y a qu'un millier d'agents. Il faut porter cela à 9, 10 000 agents. Il faut faire de l'aide, de l'accueil humanitaire. Mais cela veut dire, soyons francs, aussi des capacités ensuite d'intégration de ces immigrants dans notre société. Mais vous dites intégration plutôt que protection ou fermeture de nos frontières. Gérald Darmanin, cet après-midi, réunira ses services, police, gendarmerie, direction des étrangers en France. Vous faisiez tout à l'heure allusion au débat politique français. Il y a ceux qui disent on ne peut pas, on ne doit pas laisser rentrer de migrants supplémentaires. Vous ne croyez pas à l'idée qu'on puisse rester hermétique à cette pression migratoire? Le problème, de nouveau, moi j'essaye d'être ici, non pas en tant que politique, mais en tant qu'expert, ou même, je dirais, comme tout simplement du bon sens. Les frontières, ça ne marche pas, on ne ferme pas les frontières. Je ne sais pas si... alors peut-être que je suis trop vieux pour tout le monde, mais j'ai vécu à une époque où les frontières, il fallait être contrôlé aux frontières. Mais on n'était pas contrôlé aux frontières. Vous aviez des milliers de voitures qui traversaient la frontière franco-italienne et vous aviez vaguement un gendarme qui arrêtait une voiture sur 20. Et de toute façon, pour franchir la frontière franco-italienne, ou encore plus la franco-belge, vous aviez qu'à aller à 50 mètres des postes frontières et vous franchissiez la frontière. Donc c'est un mirage. On ne peut pas, c'est un mirage, on ne peut pas se fermer. Et deuxième, on peut évidemment rendre plus compliqué l'accès à notre territoire, mais on ne peut pas tout simplement fermer toutes les frontières. Et deuxième élément, c'est évidemment l'explosion démographique de l'Afrique. L'Afrique, la population de l'Afrique double tous les 30 ans.
Et nous avons... On parle du Niger pour des raisons évidentes. Il y avait 4 millions de Nigériens en 1960, il y en a 25 millions. Il y en aura 50 millions dans 30 ans. Alors il y a la poussée démographique de l'Afrique, vous avez raison de le souligner. Il y a aussi d'ailleurs sa déstabilisation politique. On voit cette succession de coups d'État. Et la France est bien placée pour savoir ce que cela signifie, puisqu'elle en fait en partie les frais, avec des relations diplomatiques qui sont plus que compliquées. Il y a eu une bonne nouvelle quand même hier sur le cas du Niger que vous évoquiez, la libération du Français qui depuis quelques jours avait été arrêté par les forces de sécurité. Pour autant, la question de l'avenir de la France, typiquement sur ce continent africain, elle est très loin d'être réglée. D'ailleurs, pour reformuler les choses, y a-t-il pour vous encore un avenir français en Afrique, où l'avenir français est nécessairement en dehors de l'Afrique? Non, il y a évidemment un avenir français en Afrique, parce que pour des raisons, je dirais, humaines et historiques, nous avons des relations intenses avec l'Afrique, en particulier l'Afrique francophone. Non, je pense que ce qui est arrivé doit nous conduire à essayer d'imaginer une autre politique africaine. Vous savez, tout nouveau président de la République française, lorsqu'il est élu, dit « avec moi, ce sera fini la France-Afrique ». Mais Catherine Colonna le dit encore il y a quelques jours dans Le Monde, la France-Afrique est morte depuis longtemps. Ça, en tout cas, il faudrait le dire aux Africains. Il faudra le dire aux Africains. À l'évidence, un certain nombre de milliers de jeunes Africains qui l'ont prouvé dans les rues de Niamey ou de Ouagadougou l'ont vraiment le répètent. Non, par exemple, un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de base militaire. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. Il n'y a pas pour vous, dans ces bases, d'enjeu pour la stabilité de l'Afrique, et y compris pour notre sécurité? On prend souvent l'exemple du Mali, ça avait été fait parce qu'il y avait une poussée djihadiste, l'intervention française en 2013. C'est aussi ça l'idée qui est derrière, c'est qu'en Afrique, il y a bien évidemment la souveraineté des pays et le risque djihadiste derrière, dans certains endroits. Alors, tout d'abord, je crois que le Mali, il fallait intervenir face à cette poussée djihadiste vers Bamako, mais pourquoi sommes-nous restés? Parce que vous savez, une armée qui libère, au bout de 6 mois, 2 ans, elle devient une armée d'occupation. Deuxième élément, et là je vais peut-être choquer les spectateurs, mais si le Mali devient une république islamique, et en quoi est-ce un problème pour la France? Vraiment, ce sont aux Maliens de décider de leur sort. Vous savez, il n'y a pas eu un attentat. S'ils en décident de manière démocratique, ce qui n'est pas forcément... Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant « nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques », parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je ne vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. Non, mais vous savez, ce qui s'est passé au Mali, essayons que ça ne se reproduise pas, et donc nos armées doivent être beaucoup moins présentes, et nos relations avec ces pays doivent être, je dirais, moins incestueuses. Mais nous sommes responsables, pour vous, des sentiments anti-français qui se sont développés. Ce ne sont pas les djihadistes, ce ne sont pas l'influence russe qui aussi a œuvré contre nous. Non, mais les Russes, c'est anecdotique dans cette affaire. Hein. Ils surfent sur une vraie vague anti-française. En ce qui concerne les djihadistes, il faut se dire que nous disons les djihadistes comme si c'était un seul groupe. Oui. En réalité, il y a de multiples petits groupes. Et ces multiples petits groupes, ils sont unis par quoi? Par la haine anti-occidentale. Donc en mettant les soldats français en face d'eux, d'une certaine manière, nous les unissons. On les renforce. Et donc, je pense que nos soldats ont fait un travail extraordinaire dans des conditions très difficiles, mais je pense qu'il est temps de les retirer. Je voudrais avoir votre sentiment sur une polémique qui agite depuis quelques heures le monde de la culture. Il y a eu des réactions à gauche en France suite à un message diffusé par les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC, demandant à ce que tous les projets en France de coopération qui sont menés avec des institutions, des ressortissants du Niger, du Mali, du Burkina, on revient au pays qu'on citait à l'instant, doivent être suspendus sans délai et sans exception. Bon, entre-temps, le ministère de la Culture a précisé qu'il ne s'agissait pas de déprogrammer des artistes, mais qu'il s'agissait simplement de tenir compte du fait qu'il y a une suspension de la délivrance des visas en raison de la situation dans ces différents pays, de nos relations avec eux. Vraie ou fausse polémique pour vous en la Non, mais c'est à l'évidence une maladresse des DRAC, mais je suis toujours surpris lorsque vous avez une nouvelle comme cela qui apparaît sur les réseaux sociaux, interdiction aux artistes. Je pense que le moindre bon sens devrait conduire à dire, c'est quand même curieux, comment la France d'un seul coup dit je ne veux plus voir d'artistes burkinabés. Non, en réalité, le problème est différent. La France a décidé de ne plus délivrer de visa pour tous
les ressortissants de ces pays pour des raisons de sécurité, de mettre un terme à toutes les actions de coopération, puisque évidemment nous avons en face de nous des gouvernements hostiles. Et donc d'une certaine manière, les artistes, c'est regrettable, sont, si j'ose dire, sont victimes de balles perdues de cela. Mais c'est assez révélateur de la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux, parce que j'ai vu quand même des personnalités importantes immédiatement réagir. Alors, elles auraient dû quand même se demander qu'est-ce qui se passe. Et en plus, elles accusent le ministre des Affaires étrangères, alors qu'elles devraient savoir que la politique des visas, c'est au ministère de l'Intérieur qu'elle est décidée. Et que la politique culturelle, au ministère de la Culture, ça fait beaucoup d'interlocuteurs pour un seul dossier, en effet. Globalement, au-delà de l'Afrique, Gérard Haraud, c'est une banalité ce que je vais dire, mais le monde change. Sauf qu'on a parfois du mal à voir que le monde change et à s'adapter, à en tirer les conséquences. Ça a été frappant au G20 il y a quelques jours. D'une part, la Russie en est plutôt bien sortie. Elle n'a pas été condamnée pour son agression ukrainienne. Nos confrères de quotidien aussi se sont amusés à repérer ce qui s'appelait la diplomatie du hug par le Premier ministre indien Narendra Modi. Le hug, le câlin, cette manière d'enserrer, d'enlacer, qu'on pratique peu en France mais qui se pratique dans d'autres pays. Il l'a fait avec les dirigeants du Sud global. Il ne l'a pas fait avec les dirigeants occidentaux auxquels nous on pense spontanément. Qu'est-ce qui est en train de nous échapper dans cette relation? Qu'est-ce que nous, Français ou nous, Occidentaux, n'arrivons pas à voir dans la manière dont les relations diplomatiques s'équilibrent et se réorganisent? Vous savez, il y a des fois, il y a des bâtiments, on a l'impression que tout est beau, que tout est solide, et puis une pichenette et le bâtiment s'effondre. Vous voyez, la Révolution française. Qui aurait pensé que une monarchie millénaire s'effondrerait après la prise de la Bastille? Eh bien, ce que nous venons de voir avec la guerre en Ukraine, c'est plus qu'une pichenette, c'est l'effondrement du moment occidental. C'est la fin du moment occidental. C'est-à-dire ce moment que nous trouvons normal, nous, mais qui en réalité ne l'était pas du tout, où l'Occident a dominé le monde. Nous l'avons dominé depuis la fin du XVIIIe siècle, et aujourd'hui c'est fini, et ces pays, au fond, nous disent, eh bien, ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus les maîtres du monde, nous comptons, nous avons aussi notre vision du monde. Et par exemple, sur la guerre en Ukraine, ils ne sont pas pro-russes, mais simplement ils nous disent, mais ça c'est une guerre de blancs, c'est votre guerre, nous, on n'a aucune raison de nous en mêler. Vous savez, lorsqu'il y avait des guerres sur notre territoire, nous disent-ils, vous-même, vous n'avez pas voulu nous aider, eh bien, débrouillez-vous. Donc c'est la fin du moment occidental, et par ailleurs, vous avez un Occident qui est totalement réuni autour des États-Unis à cause de la guerre en Ukraine. Et donc le jeu de la France, me semble-t-il, est d'essayer d'éviter ce face-à-face entre Occident et reste du monde. Mais je crois qu'il y a eu un hug entre le président de la République et Modi, je pense. Pas au moment de l'accueil officiel, ce qui effectivement, le président français a été retenu par le rugby. Il est arrivé un peu après, mais effectivement pas le président américain. Parce que, par exemple, sur l'Inde, c'est un très bon exemple, vous avez une relation privilégiée entre la France et l'Inde. L'armée indienne est venue défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Il y a de multiples accords avec l'Inde. Le président de la République s'est rendu ensuite au Bangladesh pour rencontrer un pays de 200 millions d'habitants. C'est vraiment, là aussi, c'est un avenir. On n'avait pas fait ses prédécesseurs, en l'occurrence. Voilà, c'est un avenir dans des relations internationales. C'est un peu, je dirais, le gaullisme 2.0 dont nous avons besoin, c'est-à-dire nous sommes de bons alliés au sein de l'OTAN, mais nous avons aussi une voix singulière. Nous devons être, d'une certaine manière, modestement, le pont entre cet Occident réuni face à l'agression russe et ce reste du monde qui s'émancipe. Comment on régule, de votre point de vue, ces nouvelles relations, cette nouvelle manière d'interagir entre pays? Dans quelques jours, il y a l'Assemblée générale de l'ONU. Vous connaissez par cœur l'ONU, puisque je le disais, vous avez été représentant permanent de la France. Le président français, pour le coup, là, il n'y est pas, mais il ne sera pas le seul absent. Il y a toute une série de dirigeants qui ont annoncé qu'ils n'y participeraient pas. Est-ce que ça veut dire que l'ONU, cet AG un peu solennel, n'est plus le lieu, ou n'est pas le lieu, ou peut-être n'a jamais été, où on régule le monde? Alors d'abord, le président de la République ne s'y rend pas, c'est parce qu'il a à la fois le roi d'Angleterre en visite d'État, puis ensuite il y a le pape à Marseille. Donc c'est l'explication qui ne s'y rend pas. Donc vous savez, les Nations Unies, on a oublié qu'elles ne fonctionnent que si les grandes puissances sont d'accord. Pendant la guerre froide, il ne se passait rien aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité se réunissait une fois par mois et fondamentalement, il n'y avait aucune décision n'y était prise, sauf lorsque l'URSS et les États-Unis décidaient qu'il fallait que les Nations Unies, disons, donnent une légitimité à une solution. Donc les Nations Unies, ça dépend des grandes puissances. Or, aujourd'hui, jamais les relations entre les grandes puissances, depuis la chute de l'Union soviétique, n'ont été à ce point mauvaises. Évidemment, Russie et vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de l'Europe, mais aussi entre la Chine et les États-Unis. Et donc le risque, c'est que nous allions un retour à 1914.
c'est-à-dire c'est des rapports de force simplement, un monde qui serait uni ou plutôt désuni, n'est-ce pas, multipolaire avec des grandes puissances et à côté des puissances moyennes qui essayent de s'en sortir. On y est déjà dans cette configuration-là? On est en marche vers cette configuration, et le seul espoir que nous ayons de ne pas refaire 1914, c'est que cette fois-ci il y a des sujets d'intérêt commun. Vous voyez, le changement climatique, la défense des océans, la protection des océans, la gestion de l'Internet, tout ça concerne tout le monde. Donc c'est peut-être la seule manière d'échapper à une politique étrangère fondée uniquement sur les rapports de force. Mais quand vous dites le risque de 1914, est-ce que vous allez jusqu'à penser qu'il y a un risque demain de guerre mondiale si le monde se structure ainsi? Ah non, alors ça c'est ce que moi je dis de 1914, parce que c'était l'instant Sarajevo. Oui. Vous savez, on assassine un obscur archiduc dans une obscure ville, et c'est la guerre mondiale à laquelle personne ne pensait. Je pense qu'il y a une grosse différence avec 1914, c'est la dissuasion nucléaire. Il n'y a pas eu la guerre entre l'URSS et les États-Unis, et je pense que c'est en grande partie parce que c'était deux puissances nucléaires qui savaient que la guerre pouvait mener à l'anéantissement. C'est ça la dissuasion nucléaire. Et donc, mon espoir que nous évitions une troisième guerre mondiale, c'est justement que la Chine et les États-Unis sont des puissances nucléaires. Mais ça n'empêche pas, on oublie souvent, nous en Occident, la guerre froide, ça a été pacifique. Mais on n'oublie pas qu'aux marges des empires, il y a eu énormément de guerres. Donc, nous le voyons en Ukraine aujourd'hui, il peut y avoir des guerres ailleurs, avec un parti soutenu par les États-Unis et l'autre soutenu par la Chine. C'est un monde instable, un monde fluide, où nous allons devoir apprendre à travailler avec des pays qui ne sont pas totalement d'accord avec nous sur certains sujets, mais travailler avec d'autres, et également faire appel aux intérêts communs de l'humanité, ce qui est difficile, mais ce qui est réel. Vous faisiez allusion au nucléaire. Bon, c'est un mot que Vladimir Poutine réemploie régulièrement. Il l'a refait il y a quelques jours. On se demande toujours dans quelle mesure c'est purement une menace en l'air ou si c'est sa manière de maintenir la pression. Là, il s'en prenait aux Britanniques, notamment à l'entraînement de militaires ukrainiens, en disant ce qu'il provoque notre réponse sur les centrales nucléaires ukrainiennes. On dira encore que c'est du chantage nucléaire. Ce que je viens de dire est simple. Bon, c'est simple, mais fort heureusement pour nous, il ne le met pas en œuvre derrière. Comment vous regardez cette rhétorique? Enfin, en tout cas, les États-Unis le prennent sérieusement. Et je crois que c'est important. On ne souligne pas à quel point l'administration Biden, finalement, est assez limitée dans son soutien à l'Ukraine. On l'a vu au moment du sommet de l'OTAN. Le sommet de l'OTAN, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Les États-Unis ont dit non à la candidature de l'Ukraine dans l'OTAN. Vous dites limité malgré les milliards, malgré les armements. Oui, parce que, vous savez, par exemple, alors, c'est un soutien quasiment pas à pas. On a un peu l'impression que les Américains testent les lignes rouges russes, parce que ils pensent qu'il y aura une ligne rouge qu'on ne pourra pas franchir. Et donc, c'est par exemple sur les avions de combat, les avions de combat, on n'en a toujours pas livré à l'Ukraine. Et l'Ukraine les revendique quasiment depuis 18 mois. Mais à l'inverse, les Russes avaient dit pas d'armement occidental sur la Crimée. Il y a eu des missiles qui ont touché Exactement. Alors il y a une sorte de voyez, on tâte les lignes rouges russes, et comme je le dis, les Américains pensent qu'il y aura sans doute une vraie ligne rouge avec une menace nucléaire tactique. Donc oui, il y a aussi évidemment de l'incertitude, du bluff. Le nucléaire, c'est évidemment assez étrange parce qu'il y a un côté poker. Parce que vraiment, et c'est poker qui peut mener à l'anéantissement final. Donc, il ne faut pas non plus se dire que ce sera toujours des paroles en l'air. Exactement. On ne peut pas, étant donné l'enjeu, l'importance de l'enjeu, vraiment repousser ça d'un revers de la main en disant non, c'est une blague. Je voulais vous entendre également, Gérard Arros, sur la manière dont on doit regarder la rencontre entre les présidents russes et nord-coréens cette semaine. Donc, le nord-coréen est allé en Russie. Vladimir Poutine a convenu qu'il irait en Corée du Nord par la suite. Je me souvenais d'une expression de George Bush, l'ancien président américain, qui parlait à une époque d'axe du mal. Il n'y avait pas la Russie à l'époque dans cet axe du mal. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut les regarder? On a parlé aussi d'alliance des parias, ou est-ce que précisément au contraire, il faut se dire attention, eux sont capables de dialoguer, eux sont capables de parler, faisons attention aussi aux conséquences de cette alliance. Est-ce qu'il peut y avoir un résultat réel de par cette nouvelle coopération, ce nouveau dialogue? Mais naturellement, vous savez, les alliances, c'est pas des amitiés. Les alliances, c'est fondé sur une phrase simple. Les relations internationales, c'est très simple. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà, et donc il y a un rapprochement, c'était quasiment écrit, j'aurais pu vous le dire au tout début, rapprochement entre l'Iran et la Russie, puisqu'ils ont un ennemi commun qui est évidemment l'Occident, les États-Unis, rapprochement entre la Russie et la Chine, puisque la Chine est en face des États-Unis et dans une logique
les deux côtés de confrontation, eh bien évidemment également la Corée du Nord. En plus, il y a sans doute là derrière, comme vous le savez, des transferts éventuellement d'armement, de munitions. Potentiellement de munitions de la Corée vers la Russie et une aide sur le balistique, le spatial de la Russie vers la Corée. Alors c'est possible, mais les Russes ont toujours été relativement sérieux là-dedans, parce qu'ils n'ont pas intérêt non plus à disséminer les armements dangereux. Mais si la Russie est vraiment dans une situation difficile, il se peut en effet qu'elle transfère des technologies sensibles à la Corée du Nord. Mais ce serait le signe finalement d'un affaiblissement de la Russie. Merci beaucoup Gérard d'avoir été sur ce plateau de Bon Matin. C'était passionnant de vous entendre. Je vous remercie dans un instant. C'était Elisabeth Martichoux pour le temps de l'info. Une lecture, bien sûr, on n'oublie pas votre ouvrage, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, très précieux, Une histoire diplomatique de la France, 1919-1939. Nous étions seuls, peut-être le sommes-nous encore aujourd'hui. D'abord la météo, Ange Noiret.